L'histoire commence par une main posée au sol, crispée sur un bâton. C'était Yan Yongqing, meurtri, couvert de blessures, le corps tremblant de douleur. Il s'adressait à une présence invisible, exigeant des réponses. Pourquoi ça devait-il arriver? Relevant la tête, il parla avec incrédulité. Il reconnut l'ange, celui qui servait la lumière. Yan Yongqing lui demanda pourquoi il avait choisi de s'allier au roi démon Tagma. La scène changea alors pour révéler le roi démon, nonchalamment installé sur son trône, tandis qu'une déesse flottait à ses côtés. Ses ailes irradiaient de lumière, et un halo lumineux brillait au-dessus de sa tête. La déesse expliqua calmement que les humains ne pourraient jamais gagner la guerre, et que s'allier aux démons avait simplement été le choix le plus judicieux. Les yeux de Yan Yongqing s'embrasèrent de colère. Il la pointa du doigt, l'accusant de trahison, l'accusant d'avoir causé leur défaite. Autour de lui gisaient ses compagnons d'armes, sans vie, leur corps brisé. Le roi démon, totalement indifférent, souleva Yan Yongqing dans les airs avec 2 doigts seulement, le narguant en lui demandant ce qu'un simple soigneur pouvait bien faire. Sans même le toucher, le roi démon commença à écraser le corps de Yan Yongqing par une force invisible. Du sang jaillit de la bouche du soigneur, la terreur envahissant son regard. Le roi démon serra le poing, et ce simple geste acheva Yan Yongqing. Une obscurité noire s'abattit jusqu'à ce qu'une notification du système apparaisse. La conscience de Yan Yongqing persista alors qu'il lisait les mots. « Vous avez obtenu le système du Seigneur démon », annonçant son transfert vers l'hôtel démoniaque. Un panneau s'afficha, révélant ses statistiques. Point de vie 47, point de mana 163, force 5, endurance 5, agilité 5, intelligence 5. Une description indiquait que le mana augmentait avec le niveau et l'intelligence, et que les compétences de plus haut niveau consommaient davantage de mana. Yan Yongqing ouvrit les yeux dans un hôtel ancien, entouré de 10 cercueils menaçants. Il se demanda pourquoi ils étaient là. Le système lui révéla alors qu'il était devenu le nouveau seigneur démon. S'il s'en montrait digne, il pourrait réveiller les démons légendaires enfermés dans ces cercueils. Il avait également acquis 2 compétences. Invocation démoniaque, qui lui permettait de transformer les âmes en démons, et asservir démons, qui liait temporairement les démons de niveau inférieur à sa volonté. Le désespoir céda la place à une détermination sombre. Après avoir combattu les démons pendant 5 années pour le camp de la lumière, il portait à présent le titre de Seigneur démon. Était-ce là la justice ironique du destin? L'un des cercueils s'illumina d'une énergie bleue et Yan Yongqing jura de se venger de la déesse et de sa trahison. Le système l'invita à se placer au centre de l'autel pour retourner dans le monde des humains. Lorsqu'il s'avança, la lumière bleue se concentra dans le cercueil, puis se déversa en lui, virant alors avant de le transporter dans le monde des vivants. Déterminé, il fit le serment de régler ses comptes avec l'ange de lumière. Mais la scène se déplaça vers une tombe. Un homme du nom de Su Dingfeng, guerrier de niveau 2, se tenait là des fleurs à la main. Il marmonnait, amer, que Yan Yongqing avait été le pire, abandonnant ses camarades à la mort. Soudain, une voix résonna. « Au moins, construis-moi une pierre tombale. » Dingfeng se retourna, stupéfait. Yan Yongqing se tenait là, l'air désinvolte, commentant sa propre tombe. Le choc fit tomber la sucette de Dingfeng de sa bouche. « T'es pas réel ?» balbutia-t-il, incrédule. Yan Yongqing, souriant, le rassura. « Aussi réel que possible. » Les larmes montèrent aux yeux de Dingfeng. « On t'a pleuré pendant 5 ans, mec !» Cette révélation figea Yan Yongqing. 5 années s'étaient écoulées? Il n'arrivait pas à y croire. Un instant plus tard, il lança « Attends, tu es encore niveau 2 après tout ce temps ?» Furieux, Dingfeng répliqua « C'est vraiment ça que tu retiens. » Ils montèrent alors sur un scooter, traversant la ville et passant devant une gigantesque statue d'ange. Les yeux de Yan Yongqing se plissèrent. Il balaya d'un revers de main l'idée que les anges avaient vaincu les démons. Il révéla la vérité sur la trahison de la déesse, bouleversant Dingfeng jusqu'au plus profond de lui. Ce dernier proposa de fêter le retour de Yan Yongqing autour d'un bon repas, mais le seigneur démon nouvellement ressuscité refusa. Il exigea qu'il se rende immédiatement au donjon. Devant l'entrée, Yan Yongqing explosa de rage en apprenant qu'il fallait payer un droit d'entrée, avec en plus une retenue de 80% sur les gains. Un homme à lunettes, avec un air suffisant, se contenta de hausser les épaules, expliquant que c'était devenu la norme depuis des années. Dingfeng tira Yan Yongqing à l'écart, lui conseillant de ne pas faire d'histoire. Le personnel du donjon était bien trop nombreux. Il expliqua comment les humains avaient forcé les monstres à se retrancher dans des donjons. Mais à mesure que les sceaux s'affaiblissaient, les aventuriers devaient sans cesse se battre pour les y contenir. Pourtant, après la supposée victoire des anges,
Les guildes transformèrent les donjons en machines à profit, laissant des aventuriers comme Ding Feng bloqués à de faibles niveaux. Reconnaissant que Ding Feng ait payé son billet, Yan Yongqing lui promit de le rembourser bientôt. À l'intérieur du donjon, Yan Yongqing révéla que son niveau avait été réinitialisé à 1. Il demanda alors à Ding Feng de l'aider à monter en puissance. Les deux s'aventurèrent plus loin, jusqu'à ce qu'un scorpion géant les attaque. Ding Feng chargea avec assurance, bloquant d'un coup de bouclier l'assaut de la bête avant de trancher son corps en deux d'un coup précis. Yan Yongqing observa que, bien que Ding Feng soit un tank, son avantage de niveau rendait ces monstres insignifiants. Il lui cria de regrouper davantage d'ennemis pour commencer une attaque de zone. Grâce à l'aide de Ding Feng, Yan Yongqing atteignit rapidement le niveau 2. Ce gain de niveau lui offrit un second emplacement de conversion démoniaque, ainsi qu'une nouvelle compétence, Frisson de l'âme, capable de paralyser les ennemis de peur. Excité, Yan Yongqing serra le poing, prêt à montrer quelque chose de nouveau à Ding Feng. Canalisant une énergie orangée, il utilisa sa compétence de conversion démoniaque. L'énergie tourbillonna autour du cadavre du scorpion, et de celui-ci émergea un guerrier scorpion écarlate, désormais un démon loyal sous le commandement de Yan Yongqing. Ding Feng observait, stupéfait, ce majestueux guerrier démon de niveau 1 se redresser. Première étape dans la nouvelle voie de Yan Yongqing, celle du seigneur démoniaque. Le protagoniste principal fut saisi d'étonnement en voyant le monstre scorpion se transformer en démon humanoïde. Ding Feng, intrigué, nota qu'il semblait partager le trait des démons capables de changer de forme, qualifiant la compétence de vraiment classe. Avec une détermination brûlante dans le regard, le protagoniste ordonna à ses guerriers démons de niveau 1 d'éliminer les sbires avant d'affronter le boss final. Les guerriers s'élancèrent dans les profondeurs du donjon, éliminant rapidement les créatures inférieures. En conséquence, le protagoniste comme Ding Feng gagnèrent de l'expérience. Le protagoniste reconnut la force des démons invoqués, notant qu'ils surpassaient largement les monstres du même niveau. Ding Feng, un sourire en coin, proposa de laisser les guerriers démons continuer à combattre pendant que le protagoniste se reposait, affirmant que ce serait un moyen sans effort de monter en niveau. Le protagoniste admit y avoir pensé, mais les frais d'entrée dans le donjon et les parts prélevées rendaient chaque exploration déficitaire. Soudain, la tête tranchée d'un guerrier démon de niveau 1 roula jusqu'à eux. Le choc de Ding Feng fut palpable. Le guerrier qui avait facilement vaincu les sbires venait d'être tué en un seul coup. Le démon mourant, la tête à peine rattachée à son corps, s'excusa auprès du protagoniste, expliquant qu'ils avaient bien éliminé le dernier sbire, mais avaient accidentellement alerté le boss, bien trop puissant pour eux. Le protagoniste le rassura, disant qu'il ne s'attendait de toute façon pas à ce qu'il vainque le boss. Le carnage laissait une scène brutale, des morceaux de corps des guerriers de niveau 1 éparpillés, et au milieu de cette boucherie se dressait le boss final, le roi taupe Rark. Ding Feng proposa de rester sur leur stratégie, offrant de protéger le protagoniste. Mais ce dernier refusa, choisissant plutôt de servir d'appât. Malgré les réticences de Ding Feng, le protagoniste insista. Il allait gérer. Il fit un doigt d'honneur au boss final, déclenchant la fureur de la créature. Notre protagoniste courut sur le flanc gauche, jouant parfaitement son rôle d'appât. Le monstre fonça sur lui alors qu'il sprintait, le guidant vers la position idéale. Juste au moment où le boss allait le mordre, le protagoniste activa sa compétence Frisson de l'âme, paralysant le monstre. Il hurla à Ding Feng d'attaquer, et ce dernier frappa violemment l'arrière exposé de la créature, faisant jaillir le sang. Mais la compétence échoua soudainement, et le boss, tordu de douleur, creusa un immense trou avant de s'enfuir sous terre. Haletant, le protagoniste plaisanta sur l'attaque de Ding Feng, la comparant à trancher une montagne avec un couteau à beurre. Ding Feng répliqua expliquant que le boss était blindé partout, sauf au ventre et à l'arrière. Le protagoniste élabora un plan. Le boss allait sans doute le viser à nouveau, redoutant la déchirure d'âme. Il demanda à Ding Feng de se placer directement en face de lui, épée prête à frapper dès que la créature surgirait. Ding Feng, en pleine confiance, se prépara. Le sol trembla et le boss jaillit, griffe en avant. Ding Feng le transperça au moment parfait, le forçant à émerger entièrement. Furieux, le boss riposta violemment, brisant le bouclier de Ding Feng. Ses griffes manquèrent de peu de l'éventrer, mais Ding Feng esquiva à temps. Le protagoniste immobilisa à nouveau la bête, puis fit un signe à Ding Feng pour qu'il l'achève. D'un dernier coup brutal, Ding Feng éventra le monstre, le tuant net. Une notification système annonça leur victoire ainsi que les récompenses.
le bouclier carapace explosif de Rark, capable d'absorber les dégâts bloqués pour les relâcher en contre-attaque, et une dague courte pouvant déclencher une frappe supplémentaire. Émerveillé par ces butins rares, Dong Feng demanda si le protagoniste avait choisi ce donjon intentionnellement. Celui-ci expliqua que les donjons partageaient des schémas et qu'il avait soupçonné l'apparition d'une version affaiblie d'un boss de haut niveau. Après avoir ramassé leur butin, le duo quitta le donjon. Dong Feng, curieux, rappela au protagoniste qu'il était autrefois prêtre et lui demanda s'il était à l'aise avec une dague. Le protagoniste avoua avoir appris quelques astuces auprès des assassins de son ancienne équipe. Il avait toujours rêvé d'être un combattant de mêlée, mais avait choisi de soigner pour le bien du groupe. Il mentionna que la vente des matériaux du donjon pourrait enfin lui permettre de rembourser Dong Feng. Mais celui-ci s'apprêtait à le mettre en garde contre des manipulations récentes des prix lorsque la scène changea brutalement. Le protagoniste abattit sa main sur un bureau, furieux contre l'administrateur du donjon, Zhu Tai. Il accusa ce gros porc de monopoliser les prix des matériaux, forçant les aventuriers à vendre à bas prix, perdant toute une fois les taxes et commissions déduites. Zhu Tai, personnage bedonnant, leur répondit avec sarcasme qu'ils devraient s'estimer heureux de ne pas s'être fait simplement dépouiller, allant même jusqu'à menacer de facturer les points d'expérience. L'administrateur leur fit un doigt d'honneur tout en les narguant. Entouré d'hommes en costume noir, Dong Feng conseilla au protagoniste de se calmer, soulignant qu'il ne pouvait pas se permettre de s'attirer les foudres de la guilde. Le visage du protagoniste s'assombrit, la rage brillant dans ses yeux. Il murmura que l'administrateur du donjon était un démon, une silhouette ténébreuse, démoniaque à pape, visible uniquement pour lui. Zhu Tai, impassible, leva de nouveau son majeur en ricanant, demandant ce que le protagoniste fixait ainsi. Jetant un coup d'œil sur le côté, ce dernier vit les hommes en noir le fusiller du regard. Sans un mot de plus, il se détourna et dit à Dong Feng qu'il était temps de partir. L'un des hommes en costume ricana, les traitant de misérables et leur ordonnant de déguerpir. Mais alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, la voix de Zhu Tai résonna, moqueuse. Il se plaignait que leurs soupçons lui aient brisé le cœur. Il exigea que Dong Feng lui laisse son bouclier en compensation émotionnelle. Dong Feng protesta. C'était tout ce qu'il possédait. Mais le protagoniste, sans se retourner, lui ordonna de le lui remettre. Son regard sombre promettait silencieusement qu'il le reprendrait bientôt. La nuit tomba, et un bâtiment faiblement éclairé se dressait, des voitures garées devant. À l'intérieur, des hommes en costume noir traînaient, certains affalés sur des canapés. L'un d'eux alluma la télé. Un reportage alertait sur une recrudescence inquiétante de disparitions d'aventuriers dans le donjon. L'enquête était en cours, et la prudence était de mise. Autour d'une table, un homme demanda pourquoi M. Zhu, l'administrateur du donjon, se rendait chaque semaine dans ce bâtiment isolé. Le chef évacua la question d'un revers de main, l'invitant à la poser directement à Zhu. La scène bascula sur une porte d'où émanait une aura sinistre. Derrière, l'horreur prenait forme. Zhu Tai dévorait une main sectionnée, ses yeux brillants d'une lueur malfaisante. De retour dans la pièce, un bruit venu de l'extérieur attira l'attention des hommes. L'un d'eux se leva pour aller voir, pensant qu'il s'agissait d'un simple animal errant. Mais il fut saisi de stupeur en découvrant qu'une pierre avait été lancée contre l'une des voitures. Au même moment, le protagoniste surgit des ténèbres, le vent tourbillonnant autour de lui, ses cheveux flottant tels ceux d'un dieu de la tempête. L'homme en costume recula précipitamment à l'intérieur, désorienté, tandis que les autres demandaient ce qui se passait. Il s'effondra, affaibli par la déchirure d'âme. Le protagoniste entra dans la pièce tel un éclair et envoya valser un des hommes en noir d'un coup de pied dévastateur. Dague dégainée, il sema le chaos dans la pièce entière. L'un des hommes tenta de concentrer sa magie, mais le protagoniste fondit sur lui, le découpant en un éclair. Les corps tombèrent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul homme. Tremblant, celui-ci hurla qu'on tue l'intrus immédiatement. Mais le protagoniste libéra de nouveau le frisson d'âme, s'assurant qu'aucun ne reste debout. En s'approchant de la porte d'où émanait une aura sinistre, il sentit toute la puissance oppressante qu'elle dégageait. Il l'ouvrit, le souffle coupé par la vision grotesque d'un cadavre sur une table, entouré de montagnes de crânes. Jutet, l'administrateur du donjon, festoyait de chair humaine, indifférent à l'intrusion. La voix glacée de détermination, le protagoniste déclara qu'il avait enfin trouvé la cachette de Zhu. Zhu, se léchant les doigts avec un rictus sombre, éclata de rire et annonça que le protagoniste serait le prochain plat au menu. Il se moqua de l'audace d'un simple aventurier de niveau 2 osant le défier,
affirmant que ce dernier avait scellé son destin. Le protagoniste, souriant, lui rappela sa promesse. Si quelqu'un prenait ce qui lui appartenait, il s'assurerait de le reprendre. Il dégaina sa dague, une main dans la poche, la lame brillant d'intention. Ju, rassemblant sa magie dans ses paumes, cracha des menaces, promettant de le faire rôtir vif pour lui apprendre l'arrogance. Le gros lança une salve de sorts, mais le protagoniste bondit en avant, esquivant avec grâce. Il tourbillonna dans les airs, évitant de justesse chaque incantation. Les yeux de Ju s'écarquillèrent, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait esquiver sa magie aussi aisément. Sans une seconde d'hésitation, le protagoniste se mit à l'entailler avec une précision implacable. Le gros se rappela s'être inscrit comme soigneur de niveau 1 dans le donjon, ce qui le laissa stupéfait face à une telle agilité. Malgré la pluie d'attaques, il ne parvint à esquiver que de justesse, une lame frôlant dangereusement sa chair. Il haleta, prenant conscience de la mort qu'il avait effleurée. Mais en un éclair, son corps fut couvert de profondes entailles. Le protagoniste impassible admira les capacités de l'adversaire. Magie de feu, vol, des talents dignes d'un serviteur, selon lui. Frustré, le gros rugit, exigeant que le protagoniste arrête de faire le malin. Une main rouge et monstrueuse surgit de sa bouche, déclenchant une explosion de débris. Quand la poussière retomba, sa véritable forme apparut. Un démon d'élite de niveau 2, nommé Burner Pondy. Instinctivement, le protagoniste recula. Burner Pondy, à présent libéré, se moqua du protagoniste, pensant avoir affaire à un aventurier de bas niveau. Il ricana, racontant avoir accidentellement brûlé son précédent hôte et regrettant déjà de devoir en chercher un autre. Profitant de la distraction, le protagoniste activa sa compétence, asservir le démon. Il comprit qu'il devait agir vite et commença à incanter. Le démon, percevant le sort, disparut à une vitesse fulgurante, zébrant la pièce avec une agilité aveuglante. Il se moqua du protagoniste, affirmant qu'aucune incantation longue ne pouvait l'atteindre. Sa vitesse était écrasante. Il parvint à frapper, mais le protagoniste bondit en arrière, esquivant de peu. Les flammes du démon carbonisèrent le sol, le réduisant instantanément en cendres. Le protagoniste constata le désavantage d'un combat dans un espace aussi confiné et décida de changer d'environnement. Il s'échappa par le toit, bondissant en direction de la forêt. Le démon le poursuivit, crachant des flammes et clamant que son feu infernal réduirait tout en cendres. La poursuite à travers la forêt fut intense, le démon avançant à une vitesse folle. Le protagoniste se dissimula dans l'ombre, guettant une ouverture. Le démon fouilla, lançant des provocations, traitant le protagoniste de rat caché. Mais ce dernier était déjà au-dessus de lui, prêt à frapper. Au moment où le démon sentit le danger et se retourna, le protagoniste attaqua. Il manqua de peu sa cible, mais parvint à entailler sa jambe. Enragé, le démon répliqua avec une salve de flammes infernales. Le protagoniste esquiva, saisit sa queue pour éviter l'impact, et la chasse s'intensifia, les flammes ravageant la forêt. Le protagoniste se retrouva acculé face à une montagne. Le démon, certain de sa victoire, concentra un canon d'inferno et pulvérisa la montagne. Riant, il crut le protagoniste réduit en cendres. À cet instant précis, une griffe surgit du sol, clouant le démon sur place. C'était le boss du donjon, désormais au service du protagoniste. Le démon, désorienté, comprit que le protagoniste avait anticipé l'attaque et l'avait attiré dans un piège. Furieux, le démon tenta de se libérer, concentrant un sort. Mais des chaînes s'enroulèrent autour de son cou. Le protagoniste, maniant un démon asservi, s'avança vers lui, lui ordonnant d'arrêter tout mouvement. Sous l'effet de l'envoûtement, le démon céda. Le protagoniste ordonna à son serviteur, Rark, le roi scorpion, de le relâcher. Désormais sous son contrôle, Burner Pondy obéit sans résistance, livrant tous les objets de valeur en sa possession, révélant la fortune amassée en monopolisant les donjons de bas niveau. Mais soudain, les chaînes qui liaient le démon se brisèrent. Burner Pondy se libéra et se jeta sur le protagoniste, bien décidé à le tuer. Prévoyant, ce dernier dégaina sa dague et d'un coup net, trancha la tête du démon. Une notification du système apparut alors, annonçant l'élimination du démon d'élite et la montée en puissance du protagoniste, qui atteignit le niveau 3. La nouvelle compétence, privilège du Seigneur, lui permettait désormais de partager des points d'expérience avec ses démons serviteurs et de mieux exploiter leurs talents. Plus fort que jamais, le protagoniste força le démon vaincu à prêter serment de loyauté. Le démon d'élite ressuscita en tant que serviteur, occupant ainsi la deuxième des 3 places disponibles dans l'équipe du protagoniste. D'un regard froid, ce dernier ordonna à son nouveau serviteur de le guider vers d'autres donjons,
bien décidé à briser le monopole de la guilde renégate. La scène se déplaça alors vers un immeuble, se focalisant sur un appartement en partie. Un livreur frappa à la porte, annonçant une livraison. L'appartement appartenait à Ding Feng. Perplexe, celui-ci marmonna qu'il n'avait rien commandé récemment, mais accepta tout de même le colis. Il le posa sur son bureau, l'ouvrit et resta bouche bée. Le paquet était lourd, rempli de lingots d'or et d'un bouclier. Un papier glissé à l'intérieur portait un message du protagoniste. Le bouclier a été récupéré pour toi. N'utilise pas tout l'or pour faire la charité. Garde en une partie pour toi. Si jamais l'envie de faire un donjon te prend, appelle-moi. Les yeux écarquillés, Ding Feng sentit une montée d'adrénaline mêlée de stupeur. Il saisit le bouclier, l'incrédulité peinte sur le visage. Il s'extasia devant la taille des lingots d'or, sa voix résonnant dans l'appartement alors qu'il criait « Génial! Je suis riche !» À l'extérieur, le livreur esquissa un sourire. Il s'agissait en réalité d'un démon serviteur de niveau 3, au service du protagoniste. Le démon rapporta la livraison réussie, pendant que le protagoniste, communiquant à distance depuis le dos de Rark, le roi scorpion, demandait si c'était bien la bonne adresse. Pendant ce temps, le démon descendit les escaliers, expliquant que la destruction d'un des temples affaiblissait le pouvoir de l'ange de lumière. Le protagoniste, observant le temple, valida la stratégie et ordonna à Rark d'activer le mode furtif. La scène bascula sur un bâtiment en ruine, vestige d'un affrontement brutal. Des gens fouillaient les décombres. Zhu Tong, responsable du trésor de la guilde du Scorpion, exigeait des nouvelles de son frère. Un homme en costume noir lui rapporta que tout avait été réduit en cendres, le résultat d'une magie de feu liée à un attribut temporel inconnu. Zhu Tong, bouillonnant de colère, ordonna l'interrogatoire de tous les aventuriers enregistrés cette nuit-là. Sa voix se fit dure lorsqu'il insista sur la nécessité de retrouver les 10 millions de pièces d'or disparues, redoutant la colère de l'ange. De retour au temple, le protagoniste faisait face à une horde de chevaliers corrompus. Il leur offrit une ultime chance de se rendre, respectant leur ancienne allégeance à la faction de la lumière. Mais face à leur refus, il abattit le plus proche sans hésiter. Les chevaliers attaquèrent en masse, et le protagoniste activa sa compétence « tremblement d'âme », les immobilisant pour les éliminer avec une efficacité impitoyable. Alors que d'autres se rapprochaient, leurs boucliers perturbèrent son sort. Imperturbable, le protagoniste utilisa la tête d'un chevalier comme tremplin, se propulsant dans les airs pour les frapper de haut. Déstabilisés par sa puissance, les chevaliers corrompus refusèrent néanmoins de battre en retraite, terrorisés par la colère de leur superviseur. Celui-ci apparut alors, un chevalier de lumière corrompu d'élite de niveau 3 qui frappa sans distinction, allant jusqu'à tuer ses propres soldats dans une explosion colossale. De la fumée s'éleva des ruines, mais le protagoniste émergea indemne, protégé par Rark. Le roi scorpion grogna, et le protagoniste amusé traduisit « Rark dit « Déchet, tu me répugnes ». Le superviseur, brûlant de mépris, fonça sur le protagoniste, bien décidé à lui faire regretter d'avoir mis les pieds dans ce temple. Ailleurs, un homme aux cheveux violets interroge un aventurier terrifié, lui brandissant une image de Ding Feng. Tremblant, l'aventurier révèle l'adresse de Ding Feng, suppliant qu'on le laisse partir. L'homme aux cheveux violets, feignant la clémence, le laisse fuir, avant de l'abattre froidement avec une compétence nommée lame magique, cœur dissimulé. La scène revient à l'appartement de Ding Feng. Un coup à la porte interrompt sa célébration. Pensant qu'il s'agit d'une autre livraison, il ouvre avec insouciance pour se retrouver face à l'homme aux cheveux violets, dont le regard tranchant est glacé. « Es-tu Su Ding Feng ?» demande-t-il d'une voix lourde de menace. La scène se déplace alors vers le protagoniste principal, qui aperçoit un chevalier siégeant sur son trône. Le regard du chevalier se verrouille sur lui, un rictus moqueur déformant ses lèvres alors qu'il demande comment un insecte avait pu infiltrer la salle. Il questionne l'absence du surveillant, se demandant à haute voix s'il s'était endormi. Le protagoniste fait craquer ses phalanges, un sourire en coin, et mentionne le surveillant tout en extirpant un objet de son inventaire. Dans un geste froid et calculé, il lance la tête tranchée du surveillant en direction du trône. La tête roule avant de s'immobiliser, ses yeux éteints fixant le néant. Le protagoniste déclare que le surveillant dort bel et bien, de façon permanente. Le visage du chevalier s'assombrit à la vue de ce spectacle. « Impossible !» murmure-t-il, incrédule. « Tu as éliminé un élite de niveau 3 sans la moindre égratignure. » Reconnaissant que l'intruse est plus coriace que la vermine habituelle, il tire de son inventaire une épée étincelante et prévient que le protagoniste n'a aucune idée de l'adversaire auquel il fait face.
Il se présente alors Arbiter Argus, commandant corrompu du chevalier radieux, son corps crépitant d'une lumière dorée. Son niveau demeure inconnu. Sans attendre, le protagoniste active sa compétence tremblement d'âme, mais le chevalier y résiste sans effort, laissant le protagoniste stupéfait. Argus bondit vers l'avant, lançant une rafale d'attaque puissante. Le protagoniste esquive de justesse, exécutant une pirouette dans les airs. Il contre-attaque avec un sort magique, mais Argus invoque un bouclier de lumière, déviant l'assaut. L'impact provoque une explosion, noyant l'arène sous un nuage de fumée. Dans la brume, Argus s'interroge. Comment un sort de feu de bas niveau a-t-il pu fissurer son bouclier, la défense la plus puissante de sa catégorie? Avant qu'il puisse réagir, le protagoniste surgit de l'ombre et enfonce une dague dans le cou du chevalier. Le sang jaillit et Argus chancelle. Se retournant, il accuse le protagoniste d'une attaque déloyale. Ce dernier affiche un sourire narquois. En amour comme à la guerre, tout est permis. Il raille Argus pour sa dévotion envers la déesse de lumière qui a trahi l'humanité, mettant en doute sa moralité. Argus s'effondre à genoux, les mains tremblantes alors que le sang forme une mare autour de lui. Malgré la blessure critique, une lumière dorée scintille autour de son cou, le guérissant à une vitesse surnaturelle. Les yeux du protagoniste s'écarquillent. Cette régénération dépasse les capacités des meilleurs prêtres. Totalement rétabli, Argus réplique par une charge d'épaule brutale, projetant le protagoniste au loin. Son épée brille d'énergie dorée alors qu'il active sa compétence éclair radieux, une attaque de zone titanesque qui engloutit toute l'arène. Convaincu d'avoir remporté la victoire, Argus regagne son trône, maugréant contre l'incompétence de la guilde du Scorpion juif, incapable d'empêcher une telle vermine de passer. Mais alors qu'il s'installe, une voix familière résonne. Le protagoniste, debout vivant, déclare qu'il se souvient enfin de qui est Argus. Des années auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un novice, un de ses coéquipiers avait été sauvagement attaqué par la guilde du Scorpion juif pour avoir repris une pierre magique volée. Lorsque ses compagnons avaient demandé justice au tribunal des aventuriers, ce fut lui, le protagoniste, qui fut radié de ses qualifications, tandis que le membre de la guilde responsable échappait à toute sanction. Le chevalier ayant statué en faveur de la guilde n'était autre qu'Argus. Ébranlé par cette révélation, Argus affirme que la faveur de la déesse le protège, lui et ses partisans, des conséquences des actes mortels. Il dégaine à nouveau son épée, clamant que la survie du protagoniste n'était qu'un coup de chance. Cette fois, il jure que le coup sera imparable. Argus invoque jugement de lumière, matérialisant une lame dorée colossale flottant au-dessus de l'arène. L'épée titanesque verrouille sa cible, le protagoniste prêt à frapper. Sentant le danger imminent, ce dernier comprend qu'esquiver est quasi impossible. Il se prépare, conscient qu'il ne lui reste plus qu'une seule option. Il devait utiliser cette attaque. Le protagoniste libéra son ultime technique, une énergie tourbillonnante et violente se concentrant autour de ses mains. Une lueur cramoisie pulsa au bout de ses doigts alors qu'il rassemblait sa puissance, l'air chargé d'une tension palpable. D'un geste vif, il activa sa compétence. Feuille de temps brûlante. Aussitôt, un bouclier translucide se matérialisa, l'enveloppant d'une aura protectrice. Le chevalier radieux corrompu plissa les yeux. « C'est donc comme ça que tu as survécu à mon éclair de lumière tout à l'heure. Mais cette fois, ta chance ne suffira pas. » D'un puissant mouvement, il projeta son épée colossale vers le protagoniste. La lame rencontra le bouclier d'énergie dans un fracas assourdissant, l'impact déclenchant une onde de choc à travers tout le champ de bataille. Le bouclier vacilla sous la violence du coup, des fissures s'étendant comme une toile d'araignée à sa surface. Le chevalier corrompu ricana. Un simple niveau 3, maniant un bouclier de ce calibre, je dois l'admettre, tu es plus fort que la moyenne des recrues. Mais face à moi, tu n'es rien. Le protagoniste serra les dents, peinant à maintenir sa défense. L'épée massive s'enfonçait lentement, centimètre par centimètre, à travers le bouclier. Puis, dans un craquement sec, la pointe de la lame se brisa. En un instant, une explosion en forme de dôme éclata, projetant des débris dans toutes les directions. Le chevalier radieux recula, se protégeant avec son bras. « Ai-je libéré trop de mana ?» murmura-t-il. « Mon pouvoir semble plus fort que d'habitude aujourd'hui. » Alors que la poussière retombait, le protagoniste réapparut, indemne, inébranlable. L'expression du chevalier s'assombrit. Il a encore survécu? C'est impossible. Je n'ai pourtant rien retenu. Le protagoniste observa sa propre création. Transformer la compétence flamme temporelle de Pondé en bouclier, il semble qu'elle conserve son effet unique.
Tant que le niveau de mon adversaire ne dépasse pas totalement le mien, l'effet de brûlure temporelle s'applique aussi à ses attaques. Une spirale d'énergie noire et rouge s'enroula autour de sa paume. Il leva la main, sa voix ferme. « Maintenant, c'est à mon tour. Activation de privilège du Seigneur. Inferno de l'âme explosive. » Il canalisa une puissance immense, son aura vacillant tel un incendie incontrôlable. Dans un mouvement rapide, il lança l'attaque vers le chevalier corrompu. Celui-ci se prépara, levant son épée pour bloquer. Au moment où leurs pouvoirs se percutèrent, un choc d'une intensité tellurique fit trembler toute l'arène. Il serra la mâchoire. Quelle force terrifiante! Je ne tiendrai pas longtemps. Le champ de bataille n'était plus qu'un amas de ruines, noyé dans une épaisse fumée chargée de poussière et de gravats. Lorsque l'air s'éclaircit, le chevalier radieux restait debout, bien que secoué. Impressionnant! Te battre à ce niveau! Tu es largement au-dessus des aventuriers que j'ai écrasés jusqu'ici. D'un rire amer, il laissa tomber son épée. Peu importe, je peux me soigner en un rien de temps. Mais alors qu'une lumière dorée apparaissait autour de sa main gauche sectionnée, son visage se figea d'horreur. Au lieu de guérir, la même énergie noire et rouge utilisée par le protagoniste enveloppait sa plaie. « Qu'est-ce que c'est » haleta-t-il. « Ton attaque a un effet spécial ?» L'énergie se propagea rapidement, le dévorant de l'intérieur. Ses jambes fléchirent et il tomba à genoux. Le protagoniste s'avança, une détermination glaciale dans le regard. « C'est la deuxième fois que tu t'agenouilles devant moi. » Il pencha légèrement la tête. « Dis-moi, ce n'est pas un peu indigne pour un prétendu chevalier radieux d'avoir des genoux aussi faibles ?» Le chevalier trembla. « Épargne-moi. Je ferai tout ce que tu veux. » Mais le visage du protagoniste resta impassible. « Ai-je oublié de terminer mon histoire ?» Le chevalier corrompu hésita. « Quelle histoire, mon camarade, celui qui a perdu son statut d'aventurier. Il a tout tenté pour retrouver un travail, mais l'influence de la famille Zhu rendait cela impossible. On se moquait de lui, on murmurait dans son dos, on le traitait d'imbécile pour s'être dressé contre eux. Et quand nous l'avons enfin retrouvé, il était trop tard, il s'était donné la mort. Un silence lourd tomba entre eux, pesant comme une chape de plomb. Le protagoniste resserra sa prise sur l'épée du chevalier. « Alors dis-moi, tu crois vraiment que je vais te laisser partir ?» Toujours tremblant, le chevalier corrompu supplia. « Je te suivrai. Je te dirai tout ce que je sais. » Le regard du protagoniste s'assombrit. Très bien. L'espace d'un instant, une lueur d'espoir traversa les yeux du chevalier. Intérieurement, il jubilait. « Parfait. Il a baissé sa garde. Il me reste encore un peu de mana. C'est maintenant ou jamais. » Ses pensées furent interrompues, tranchées net d'un seul coup, un éclair d'acier. Sa tête vola dans les airs. Le protagoniste expira lentement. « Si tu veux me suivre, il faudra le faire après ta mort. » Une notification du système scintilla devant lui. Nouvelle compétence acquise. Invocation jumelle. Invoque instantanément un serviteur à tes côtés ou permet de te téléporter à son emplacement. Coût, 25 points de mana. Forme démoniaque. Augmente temporairement l'attaque, la défense et la vitesse, tout en renforçant la résistance à la peur et aux effets de contrôle faibles. Coût, 100 points de mana, plus 5 par seconde. Il cliqua sur la notification, une pensée lui traversant l'esprit. En parlant de mon serviteur, Pondi n'était-il pas en train de farmer de l'expérience dans un autre donjon? Pourquoi n'ai-je reçu aucun point bonus? J'aurais dû atteindre le niveau 5 avant d'affronter le boss. Ce combat aurait été bien plus simple. Sa voix résonna dans le vide. Pondi, tu te relâches. Où sont les points d'XP que je t'ai confiés à récolter? La réponse ne se fit pas attendre. Monseigneur, il y a eu une légère complication. Le décor changea. Ding Feng, ensanglanté, appuyé contre un mur brisé, peinait à rester conscient. Devant lui se tenait un homme aux cheveux violets, Neta Hu. Sa présence irradiait une menace palpable. Ses yeux étaient rivés sur le démon de niveau 3, Pondi. « Qui diable es-tu » grogna Neta Hu. « Pourquoi t'interposes-tu » Peu m'importe que tu aies massacré toute une ville, répondit Pondi, tandis qu'une énergie rouge s'accumulait autour de sa main. Mais l'homme derrière moi, Ding Feng, appartient à mon seigneur. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Ding Feng, luttant pour rester éveillé, dévisagea Pondi avec stupeur. Il vient de dire « Monseigneur, c'est le protagoniste qui l'a envoyé ?» On dirait bien qu'il a recruté un autre serviteur. Dans un souffle, il avertit « Fais attention, ce type est fort. » 1 heure plus tôt. Ding Feng venait à peine de sortir de son appartement quand une main surgit de nulle part, frappant son visage et l'envoyant valser. Il traversa la fenêtre de son propre appartement, projeté en spirale vers la rue. Le choc contre le sol fut brutal. Du sang s'échappa de sa bouche. Un seul coup. Il n'en avait fallu qu'un pour qu'un aventurier de type tank comme lui perde connaissance. À son réveil, il se trouvait sur un parking abandonné en périphérie de la ville. À peine eut-il le temps de reconnaître l'endroit qu'un combat avait déjà éclaté.
Le démon Pondy faisait face à l'homme aux cheveux violets. Ce dernier disparut soudainement, réapparaissant juste à côté de lui pour lui asséner un coup violent. Pondy, sonné, compara instinctivement sa vitesse à celle de son seigneur. Il est encore plus rapide. Un nouveau coup l'envoya s'écraser contre un mur. À cet instant précis, il activa sa compétence. Magie du vent. Tour de jeu. Une lame d'énergie blanche apparut à l'endroit de l'impact, prête à empaler sa cible. En plein vol, Pondy sentit l'énergie létale émanant du mur. Grâce à ses réflexes, il se stoppa à quelques centimètres à peine de la lame, l'évitant de justesse. L'homme aux cheveux violets, attentif, comprit ce qu'il venait de se passer. Il l'a esquivé. Il peut voir ma lame invisible, mais Pondy ne voyait rien. Il avait simplement ressenti une fluctuation magique subtile. D'après l'incantation soudaine dans cette direction, il savait que ce n'était pas une feinte vide de sens. La prudence était de mise. Il s'était déjà fait avoir dans une bataille de son seigneur. Avant qu'il ne puisse réagir, le poing de l'homme violetté était déjà à quelques centimètres de son visage. Ce n'était qu'un leurre, annonça-t-il. Mais Pondy esquiva au dernier moment. Le mur derrière lui explosa sous l'impact. L'assaut continua. L'ennemi enchaîna avec un puissant coup de pied qui projeta Pondy à travers le parking. Il n'eut même pas le temps de penser. Les attaques s'enchaînaient à une vitesse folle. Impossible de lancer un sort en contre-attaque. Son seigneur lui avait interdit d'utiliser sa forme démoniaque hors des donjons, mais la situation devenait critique. L'homme frappa de nouveau avec sa lame invisible. Cette fois, la blessure fut profonde. Pondy s'écroula dans une mare de sang. Toussant, il pensa « Bon sang, j'ai risqué ma vie, et je n'ai même pas pu protéger l'ami du Seigneur. » L'ombre de l'homme aux cheveux violets se dressait au-dessus de lui. « Je ne sais pas comment tu as esquivé mon attaque, mais ma lame invisible n'est pas simplement stationnaire, tu sais. » À ce moment précis, une notification système apparut devant Pondy. « Votre suzerain vous a partagé une compétence, invocation jumelle. Utilisez-la maintenant pour invoquer le suzerain en sens inverse. » L'homme aux cheveux violets ricana. « Meurs maintenant. » Mais avant que le coup fatal ne puisse atteindre sa cible, Pondy activa l'invocation inversée. « Seigneur démon !» Une énergie noire et rouge enveloppa son corps tandis qu'il pensait « Suzerain, je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. » Et en un instant, il disparut. Les yeux de l'homme aux cheveux violets s'écarquillèrent. Où est-il passé? Sa confusion grandit lorsqu'il se retourna et vit le protagoniste Pondy blessé dans ses bras. Une perle de sueur coula sur son front. « Tu plaisantes, j'espère. » Même mes yeux, entraînés à suivre la vitesse, n'ont rien vu venir. Le protagoniste jeta un coup d'œil à Ding Feng. « Sérieusement, t'es un tank? Comment tu t'es laissé battre aussi salement ?» Ding Feng toussa. « Au moins je suis encore en vie, grâce à ton subordonné. » Derrière, l'homme aux cheveux violets le reconnut. « Lui, c'est ce type. N'est-ce pas la deuxième cible ?» Ses yeux se plissèrent. « T'es vraiment venu ici de toi-même? C'est comme si tu creusais ta propre tombe. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, le protagoniste leva un doigt. « Ce n'est pas encore ton tour de parler. » L'homme serra les dents. « Enfoiré !» Ignorant son insulte, le protagoniste se tourna vers Pondy. « Amène Ding Feng. Je vous soignerai tous les deux plus tard. » Comprenant l'ordre, Pondy s'inclina. « Bien compris, mon suzerain. » Et tous deux disparurent du champ de bataille. L'homme aux cheveux violets bondit aussitôt, fonçant sur le protagoniste. Quelle arrogance! Sans bouger davantage, le protagoniste leva calmement sa main droite. « Je t'avais déjà prévenu. » Et d'un seul geste rapide, il lui asséna une gifle dévastatrice. L'impact fut si violent que l'homme tournoya dans les airs comme un personnage de dessin animé avant de s'écraser lourdement au sol, détruisant une partie du parking. Crachant du sang, il le fixa, choqué. Qui est ce type? Même s'il a menti sur son niveau à l'enregistrement, je connais tous les grands noms du secteur. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai plus le choix. Il va falloir que je me donne à fond. Avant qu'il ne puisse agir, le protagoniste apparut juste devant lui, trop rapide pour que ses yeux puissent suivre. Tellement rapide, pensa-t-il, peinant à réagir. Mais un sourire mauvais se dessina sur son visage. « Tu es tombé dans mon piège. » À cet instant, l'énergie de la lame invisible changea, piégeant le protagoniste sur place. L'homme libéra toutes ses capacités, l'immobilisant complètement. Un rictus satisfait se dessina sur ses lèvres tandis qu'il le narguait. Cloué comme un spécimen. Parfait. Son rire résonna, mais s'évanouit rapidement lorsqu'il croisa le regard imperturbable de son adversaire. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe tandis qu'il ricana nerveusement. Un petit nouveau sans nom comme toi ne peut pas surpasser un vétéran comme moi. Mais avant qu'il ne puisse savourer sa prétendue victoire, les entraves volèrent en éclats en une fraction de seconde.
Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Le bouclier doré qui enveloppait le protagoniste neutralisait toutes ses attaques. Un frisson le traversa. Est-ce un chevalier sacré? Le protagoniste plongea ses yeux froids dans les siens, déçu. C'est donc ça, la vraie force d'un assassin de rang A. Même ma grand-mère ferait mieux. L'insulte le fit frémir de rage. Ses poings se crispèrent, l'énergie magique se rassemblant autour de lui. Mais le protagoniste lui tourna le dos et s'éloigna. « Tu es trop faible, même pas digne d'être tué. » Sans se retourner, il ajouta « Transmets un message à tes maîtres, qu'ils n'approchent plus jamais les miens, sinon je raserai toute votre guilde. » L'assassin trembla de colère. « Ne me prends pas de haut. » La magie explosa autour de lui alors qu'il activait sa compétence. Lame lumineuse, forme complète, première entaille. Le parking trembla, des débris tombant de toutes parts sous la puissance de l'attaque. Le protagoniste jeta à peine un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu cherches vraiment la mort, hein ?» Le bouclier doré absorba les débris tombant du ciel sans la moindre égratignure. Malgré la violence de l'impact, son adversaire resta indemne. Le protagoniste esquissa un sourire en coin, reconnaissant une légère amélioration dans la puissance de l'attaque, mais la jugeant toujours insuffisante pour briser sa défense. En un éclair, l'assassin disparut, se téléportant dans son dos, une dague rouge luisant d'un éclat menaçant à la main. Il déclara que si même cette attaque n'avait pas suffi, peut-être que celle-ci réussirait. Il se projeta en avant, visant à tuer. Le protagoniste ne broncha pas, trouvant cette tentative vaine, alors que le bouclier doré s'activait une fois de plus. L'assassin serra les dents, révélant que l'épée tueuse de démons lui avait presque tout coûté. Elle avait été conçue pour être imparable contre les utilisateurs de boucliers comme son adversaire. Le protagoniste répondit d'un ton plat, doutant que cela soit réellement le cas. La dague frappa, transperçant le bouclier doré. Mais au moment du contact, un second bouclier rouge se matérialisa, brisant instantanément l'arme. Le souffle de l'assassin se coupa alors qu'il peinait à comprendre ce qui venait de se passer. Avant même qu'il puisse réagir, un violent coup de pied s'écrasa contre son visage, l'envoyant valser dans les airs, hors du parking et droit vers le ciel. En chutant, il fut submergé par l'incrédulité. Il n'arrivait pas à concevoir l'existence d'une seconde couche de protection, ni pourquoi celle-ci avait réduit à néant l'épée tueuse de démons. Au-dessus de lui, le protagoniste fondait déjà. L'assassin implora pour sa vie, avertissant que le tuer attirerait la colère de la guilde du Scorpion Juif. Le protagoniste resta impassible, faisant remarquer que la guilde l'avait déjà envoyé pour le tuer. L'effroi traversa le visage de l'assassin juste avant qu'une déferlante de mana ne l'expédie droit vers une montagne. L'impact pulvérisa un pan entier de roches, laissant son corps calciné et brisé parmi les décombres. Plus loin, Ding Feng et un démon de niveau 3 observaient le combat. Le démon nota qu'après un seul échange, le protagoniste avait déjà maîtrisé la compétence et l'avait même fusionné avec ses propres aptitudes, l'améliorant au-delà de sa forme initiale. Ding Feng ricana, sceptique. Il affirma qu'il ne s'agissait que d'un écart de niveau, expliquant qu'un combattant de niveau supérieur avait toujours l'avantage. Même attaque, même défense, mais le niveau inférieur encaissait bien plus. Le démon esquissa un sourire, excité à l'idée de suivre quelqu'un avec un tel potentiel. Selon lui, le rival des démons était désormais à portée. La scène changea. Le protagoniste se tenait près du cadavre calciné de l'homme aux cheveux violets. Une notification apparut. Il avait vaincu l'aventurier Netahu et obtenu 250 points d'expérience. Une seconde notification suivit, indiquant qu'il avait acquis les cendres de l'assassin, un objet pouvant servir à la conversion démoniaque. Son expression s'assombrit alors qu'il réfléchissait à cette révélation. Il comprenait désormais que tuer rapportait des points d'expérience et que les aventuriers offraient un peu plus d'expérience que les monstres ordinaires, semblables à des ennemis d'élite. Une pensée sinistre le traversa. Jusqu'à présent, il s'était contenté d'accumuler des points de vie, sans jamais se battre ni tuer. L'alliance des guildes interdisait de telles pratiques en surface, mais il réalisait à présent qu'obtenir de l'expérience via les aventuriers était bien plus simple que d'écumer les donjons. La scène bascula vers un donjon de niveau 3. Un homme masqué et enchaîné s'effondra, une lame ayant tranché son corps. Une notification apparut, 50 points d'expérience obtenus. Debout au-dessus du cadavre, un aventurier d'élite de niveau 6 de la guilde du Scorpion Juif, Hunter Zuyin. Il claqua la langue, regrettant d'avoir involontairement tranché son adversaire en deux. Le combat avait été trop bref, sans aucun plaisir. Une voix l'interrompit, remarquant qu'il semblait bien motivé à monter de niveau. Zuyin se retourna pour voir son frère, Ju Tong.
Il le salua avec désinvolture, demandant ce qui l'amenait dans ce donjon, lui qui n'était pas réputé pour chercher à monter en niveau. Jutong esquissa un sourire, précisant qu'il n'était pas là pour progresser, juste par curiosité. Il demanda pourquoi Juyin couvrait toujours leur visage après les avoir tués, désignant les corps sans vie et enchaînés éparpillés dans le donjon. Il s'interrogea. Est-ce que Juyin craignait les cauchemars ou de revoir leur visage en rêve? Juyin ricana, balayant l'idée d'un revers. Il expliqua qu'il avait couvert leur visage pour pouvoir se concentrer entièrement sur leurs yeux. Son expression se tordit en quelque chose de grotesque lorsqu'il avoua qu'il prenait plaisir à regarder la lumière s'éteindre peu à peu dans leur regard, qualifiant cela de frisson ultime. S'ennuyant, il changea de sujet et demanda ce que Jutong voulait, supposant qu'il n'était pas venu pour offrir un avertissement fraternel. Jutong ricana, affirmant qu'il apportait simplement un peu d'XP. L'intérêt de Juyin s'éveilla. Jutong sortit son téléphone et montra une photo, remarquant que Juyin aimait tuer des aventuriers pour monter de niveau. Il précisa que celui-là était de niveau 5, suggérant que son expérience devrait valoir davantage que celle des niveaux 3. Le sourire de Juyin s'élargit. La scène se déplaça ensuite vers un immeuble d'appartements. Le protagoniste et Ding Feng étaient assis sur le canapé. Ding Feng, installé sur un fauteuil, soulevait un poids de 50 kg, concentré sur son exercice. Le protagoniste l'observa et fit remarquer qu'il venait tout juste de soigner les blessures de Ding Feng. Il demanda s'il était vraiment judicieux de forcer autant si tôt. Mais Ling Feng, imperturbable, répondit que cela l'aidait justement à se rétablir, lui permettant de retrouver ses forces plus efficacement. Il s'enquit ensuite de pourquoi le protagoniste ne s'était pas précipité dans les donjons pour monter en niveau comme à son habitude. Avec indifférence, le protagoniste répondit qu'il n'avait jamais dit qu'il ne gagnait pas d'expérience. Ses sbires étaient actuellement en train de farmer dans le donjon, et l'expérience montait tranquillement. La scène se déplaça alors vers un donjon de niveau 6, connu sous le nom de Repère du Diable. Là-bas, Pondi, un démon de niveau 3 et serviteur du protagoniste, était désormais passé niveau 5. Il rappela fermement aux autres serviteurs de ne pas relâcher leurs efforts. Les autres démons, tous de niveau 5 également, comprenaient Rark, un sbire démoniaque, l'arbitre Argus et l'assassin Netahu. Tous tournèrent leur regard vers Pondi. Netahu ricana, remettant en question pourquoi Pondi, qui servait le même seigneur qu'eux, se permettait de paresser et de donner des ordres. L'arbitre Argus renchérit, l'accusant de se prélasser sous sa forme originelle, pendant que les autres accomplissaient tout le travail. Il pointa son épée vers Pondi, menaçant de le trancher en deux. Pondi, agrippant la pointe de l'arme, rétorqua qu'à part cet insecte stupide, il était resté le plus longtemps aux côtés de leur seigneur. Et comme cet insecte n'était pas particulièrement malin, il leur demanda qui d'autre il préférait écouter. L'insecte stupide en question était Rark, le roi des scorpions. Pendant ce temps, Rark poursuivait une fourmi, prouvant involontairement les dires de Pondi. Ce dernier proposa un défi au lieu de continuer la dispute. Sans attendre de réponse, il fonça vers une horde d'imps. En plein vol, il les défia de voir qui apporterait le plus d'expérience à leur maître. Les autres démons, surpris par sa vitesse, hésitèrent un instant. Pondi atteignit la horde et déchaîna sa magie de feu. Les flammes étaient si puissantes qu'elles balayèrent toute la horde en un instant, lui rapportant une quantité massive de points d'expérience. Les restes de son attaque ne laissèrent derrière eux que des squelettes calcinés, lentement consumés. C'est alors qu'un imp surgit derrière lui. Cependant, Pondi, encore émerveillé par la puissance que lui avait octroyée leur seigneur, ne s'en rendit pas compte immédiatement. L'imp de niveau 5 leva son arme, prêt à frapper, mais avant qu'il ne puisse porter le coup, il fut découpé en morceaux. L'assaillant n'était autre que Netahu, qui ricana en accusant Pondi d'être trop distrait à voler les kills pour surveiller ses arrières. Alors que Netahu parlait, un autre imp se jeta sur lui, mais il était encore occupé à réprimander Pondi. Il fit remarquer que les attaques de zone de Pondi, qui consommaient beaucoup de mana, laissaient peu d'ennemis aux autres. Avant que l'imp ne frappe, Netahu activa sa compétence et trancha son adversaire en deux. Il sourit, affirmant que Pondi n'était pas le seul à posséder des attaques de zone. Mais ils n'eurent pas le temps de se reposer. Une nouvelle horde d'imps chargea dans leur direction. Netahu activa sa compétence. Lame invisible, frappe au sol, abattant tout le groupe d'un seul coup. Il se tourna vers Pondi, déclarant fièrement que son attaque de zone était tout aussi efficace. C'est alors qu'une ombre se projeta au-dessus d'eux. L'arbitre Argus atterrit lourdement,
et les remercia d'avoir regroupé les ennemis pour lui. Netahu, agacé, lança sèchement que ce n'était pas ainsi qu'on volait un kill. Pendant ce temps, Pondi ricanait d'un rire maléfique en arrière-plan. L'épée de l'arbitre Argus brillait d'une lumière dorée alors qu'il libérait une lame sacrée, anéantissant une vaste zone en quelques secondes à peine. La scène se déplaça vers le protagoniste, qui se promenait nonchalamment près d'une forêt. Sans lever le petit doigt, il engrangeait des points d'expérience pendant que ses sbires poursuivaient leur combat dans le donjon. Il remarqua à quel point son expérience montait en flèche et en conclut que ses subordonnés devaient se montrer compétitifs. C'est alors qu'une voix l'interpella au loin. En alerte, il se retourna et vit un guerrier nain de niveau 5. Le protagoniste se pencha vers Ding Feng et murmura, intrigué par la présence d'un nain ici. Il rappela que les nains étaient réputés pour leur cupidité, prêts à sacrifier tout un groupe pour un minuscule éclat de minerai. Le nain, ayant entendu, frappa le sol de son marteau avec indignation. Il insista sur le fait que les gens comprenaient mal les nains. Certes, la cupidité faisait partie de leur force, mais la loyauté également. Il affirma qu'un nain ne trahirait jamais ses coéquipiers pour de l'or et leur adressa un pouce levé, plein d'assurance. Ding Feng rassura le protagoniste en lui expliquant que ces nains étaient d'anciens camarades de guilde, dignes de confiance. Le protagoniste céda, mais fit remarquer qu'il leur manquait toujours des membres pour compléter l'équipe. Un donjon pour 5 personnes ne les laisserait pas entrer sans groupe complet. Ding Feng rit doucement et lui fit signe de lever les yeux. Derrière un énorme rocher se tenait une silhouette imposante. Aileen, une archère géante de niveau 5. Elle sortit timidement de sa cachette, dévoilant sa taille impressionnante. Le groupe resta un instant bouche bée avant qu'elle ne se cache à nouveau derrière le rocher. Amusé, Ding Feng expliqua que malgré son gabarit, Aileen était en réalité très timide. Encore perplexe, le protagoniste demanda qui était le dernier membre du groupe. À ce moment, une voix résonna, s'excusant pour le retard dû à la circulation. Le protagoniste se retourna et vit le dernier arrivant, Zhu Ying, un chasseur d'aventuriers de niveau 4. Il les salua d'un sourire à la fois rassurant et rusé. Intérieurement, il nota qu'il n'avait jamais été sous le feu des projecteurs, allant même jusqu'à dissimuler son véritable niveau. Il supposait que les autres le prenaient pour un faible. Ding Feng posa une main sur l'épaule de Zhu Ying, expliquant qu'il s'agissait d'un ancien membre de la guilde, recommandé par leur ancien chef. Il avait un passé difficile et avait supplié qu'on lui donne une chance. Zhu Ying exprima sa gratitude. Ding Feng continua, avertissant les autres de ne pas se laisser tromper par son faible niveau apparent. Il était en réalité un excellent soutien de type contrôle, précieux en donjon. Le protagoniste observa Zhu Ying avec attention, sentant que quelque chose clochait. Il semblait bien être de niveau 4, mais une aura étrange émanait de lui. La scène se transporta vers le donjon de niveau 6, la forêt enchantée, au moment où le groupe en franchissait l'entrée. Puis, retour en arrière de 2 heures. Dans un appartement, Ding Feng interrogeait le protagoniste. Il lui demanda s'il comptait former une nouvelle équipe de 5 pour explorer un autre donjon. Le protagoniste répondit sur un ton interrogatif, se demandant s'il était devenu difficile de rassembler une équipe de premier choix. Ding Feng l'assura que non, se chargeant de la tâche lui-même. Il souligna à quel point le protagoniste était dévoué. Malgré les nombreux subordonnés qui farmaient pour lui, il voulait toujours constituer une équipe d'élite pour entrer lui-même dans un donjon. Il lui demanda pourquoi ne pas simplement attendre que ces derniers terminent leur tâche, puis les emmener avec lui. Le protagoniste, les yeux rivés sur son téléphone, expliqua qu'attendre trop longtemps risquait de permettre à une autre guilde de revendiquer le donjon. Il précisa aussi que le boss du donjon pouvait potentiellement le contrer et qu'il fallait donc agir vite. En entendant cela, Ding Feng bondit de son siège et se précipita vers la porte. Il demanda au protagoniste de lui envoyer les coordonnées du donjon, puis sortit rapidement pour rassembler l'équipe. La scène revint au présent, alors que le groupe progressait dans une forêt obscure et inquiétante, baignée d'une brume violette. Zhu Ying, tremblant, exprima son malaise, demandant à Ding Feng s'il trouvait le donjon étrange. Ding Feng, irrité, répondit que tous les donjons étaient bizarres au début, mais qu'on s'y habituait avec l'expérience. Aileen, l'archère géante, tendit alors une sucette à Zhu Ying, affirmant qu'elle était magique. Elle avait confié qu'elle en mangeait lorsqu'elle se sentait nerveuse. Zhu Yin, fixant l'énorme bonbon qu'il tenait dans la main, plaisanta en disant qu'un tel projectile pourrait tuer quelqu'un s'il était lancé. Mais ce moment de légèreté fut rapidement interrompu lorsque le protagoniste eut une soudaine révélation.
Il se tourna vers Dingfeng et lui demanda où se trouvait Dove. La scène bascula vers le guerrier nain, Dove, qui se tenait stupéfait devant d'éblouissants cristaux bleus. Leur lueur se reflétait dans ses yeux écarquillés. Il était émerveillé par la quantité de minerais magiques et déclara avec excitation qu'il allait bientôt faire fortune. Sans attendre, il se mit à creuser. En apercevant d'autres gisements plus loin dans la grotte, il s'enfonça davantage, espérant tomber sur des minéraux rares. Ses yeux brillèrent lorsqu'il découvrit un cristal doré irradiant d'une lueur éclatante. Alors qu'il se précipitait pour le miner, le cristal disparut et une lumière dorée l'enveloppa entièrement. Pendant ce temps, du côté du groupe, Dingfeng se plaignait de la longueur de leur marche et doutait que Dove soit vraiment passé par là. Le protagoniste affirma que c'était pourtant l'endroit le plus probable, car les nains étaient naturellement attirés par les mines. Soudain, le donjon trembla et un grondement assourdissant résonna au loin. Une silhouette surgit de l'ombre en courant à toute allure. Dingfeng la désigna du doigt et s'exclama que c'était Dove. Celui-ci cria à tout le monde de fuir en courant. Derrière lui, des golems de pierre le poursuivaient sans relâche. Dingfeng, moqueur, ricana en affirmant que Dove avait peur de quelques golems tout en dégainant son épée. Mais une présence plus menaçante se fit alors sentir. Une deuxième silhouette apparut. Un boss rare de niveau 7, Weeping Wrath. Les membres du groupe écarquillèrent les yeux face à cette statue gigantesque représentant une femme cornue aux yeux verts luminescents, dont le corps ruisselait d'un liquide visqueux. Zhu-Yin, en retrait, maudit intérieurement leur malchance, pestant contre le nain qui avait attiré cette horreur sur eux. Sans réfléchir, il fit volte-face et détala, estimant qu'il valait mieux survivre que de gagner des points d'expérience. L'entrée du donjon apparut, baignée d'une lumière verte éclatante. Tout le groupe se mit à courir vers elle, poursuivi par la statue monstrueuse. Poussant ses limites, Dingfeng remarqua que la créature rassemblait de l'énergie dans sa bouche. Elle relâcha alors un torrent de liquide corrosif vert au-dessus d'eux. Contre toute attente, le protagoniste s'arrêta net. Dingfeng, déconcerté, lui demanda ce qu'il faisait. Avec calme, le protagoniste analysa la situation. La zone d'impact était trop large pour être esquivée. Il activa son bouclier de lumière et ordonna à tout le monde de se regrouper autour de lui. Une barrière protectrice se forma juste au moment où le liquide acide s'écrasa dessus. Le bouclier tint bon, bien que le sol à l'extérieur fondit instantanément. Mais il commença à vaciller. Le protagoniste comprit que son bouclier de lumière de niveau 5 ne pouvait pas contenir indéfiniment l'assaut corrosif d'un boss de niveau 7. Son bouclier de flamme ne serait pas suffisant pour protéger tout le groupe non plus. S'ils restaient là, ils étaient condamnés. Rassemblant une énergie noire teintée de rouge dans sa paume, il activa une compétence. Invocation jumelle. Invocation rapide. L'énergie étrange se condensa sous leurs yeux, les figeant de stupeur lorsqu'elle prit la forme d'un démon de niveau 5, Rark. Dove, abasourdi, demanda comment un simple aventurier pouvait invoquer un démon, un exploit que même les combattants les plus puissants peinaient à accomplir. Mais il n'y avait pas de temps pour les questions. Le protagoniste ordonna à Rark de creuser un tunnel pour leur fuite. Le démon s'exécuta avec célérité, creusant un passage suffisamment grand pour que le groupe puisse ramper à travers. L'archère géante Elaine prit la tête. Dingfeng hésita, demandant ce que le protagoniste comptait faire. Celui-ci lui répondit d'un simple geste de la main, les incitant à partir. Tandis qu'Elaine, Dove et Dingfeng s'enfonçaient dans le tunnel, Elaine s'inquiéta de savoir si le protagoniste allait réussir à s'échapper. Dingfeng déclara sombrement qu'il n'en aurait pas le temps une fois le bouclier tombé, car le liquide corrosif inonderait le tunnel. Dove, refusant de laisser leur chef derrière, s'écria qu'il serait déshonorant de l'abandonner. Mais Dingfeng, d'un ton presque désinvolte, affirma que le protagoniste avait sûrement un plan. Depuis un promontoire, Zhu-Yin observait le chaos. Il se sentit soulagé d'avoir fui en premier. S'il était resté, il aurait été parmi ceux qui allaient se faire annihiler. La scène revint sur le protagoniste, désormais seul face à l'imposante statue. La colère gémissante ricana lorsque le bouclier se dissipa enfin, libérant le liquide corrosif. Pourtant, à sa grande surprise, le protagoniste principal en ressortit indemne. Zhu-Yin, toujours en observation à distance, en resta sidéré. Un boss rare de niveau 7 aurait dû avoir un net avantage en compétences face à un aventurier de niveau 5. Comment avait-il pu briser l'attaque du boss? La réponse ne tarda pas à s'imposer. Le protagoniste avait monté de niveau. Une énergie rouge tourbillonna autour de lui, tandis qu'une notification du système s'affichait. Le bouclier de flamme avait évolué en armure de flamme. Cette nouvelle protection absorbait davantage de dégâts, consommait plus de mana
et restait active jusqu'à désactivation manuelle ou épuisement complet du mana. Le combat ne faisait que commencer. À bonne distance, Juyin observait la scène, abasourdi, se demandant comment le protagoniste avait pu monter de niveau. La frustration l'envahit. Il se prit la tête entre les mains, marmonnant, incapable de comprendre ce qui se passait. Le protagoniste n'avait combattu aucun monstre. Alors comment avait-il gagné de l'expérience? Ce mystère le rongeait. La scène recula de 5 minutes. On découvrait alors un démon de niveau 5, nommé Pondi. Il se tenait aux côtés des serviteurs du protagoniste dans un donjon de niveau 6, en train de traquer des diablotins. S'adressant à ses compagnons, il souligna qu'ils avaient déjà nettoyé la majeure partie du donjon. Leur suzerain, le protagoniste, devait logiquement avoir gagné un niveau. L'arbitre Argus, un autre démon, se tourna vers Pondi et remarqua que l'insecte gênant semblait avoir été invoqué tout récemment par leur maître. Plongé dans ses pensées, Pondi acquiesça, conscient que les choses n'étaient pas simples du côté de leur suzerain. Il ressentit un élan brûlant de le rejoindre au combat et tenta de capter sa présence, espérant être invoqué. Le récit revint alors au protagoniste, pris dans un moment de tension extrême. Une immense statue de femme géante se dressait au-dessus de lui, sa jambe colossale s'abattant dans un coup dévastateur, semblable à l'épisode 1 de Solo Leveling. Il réagit aussitôt, esquivant de justesse. En courant, il tira son épée de son inventaire, analysant la situation. Il savait que les créatures massives étaient lentes et que cibler leur bas du corps était la stratégie la plus efficace. Sans hésiter, il trancha la jambe de la statue. L'impact déstabilisa l'entité gigantesque, la faisant s'écraser au sol. Saisissant l'instant, le protagoniste fit tournoyer son épée, une lumière dorée illuminant la lame. D'un saut déterminé, il tenta d'asséner un coup final. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la main gigantesque de la statue l'attrapa en plein vol, refermant son étreinte avec force. La statue féminine observa son poing fermé, mais en quelques secondes, une lumière dorée éclatante jaillit de l'intérieur. Les doigts de pierre se désagrégèrent en gravats et le protagoniste en sortit indemne. Avec précision, il atterrit sur le front de la statue et activa sa compétence. Tranche de lumière sacrée. L'attaque dévastatrice transperça la statue, libérant une onde de choc qui pulvérisa les alentours. Les débris volèrent alors que les membres du groupe observaient la scène, bouche bée. Un guerrier nain, abasourdi, exprima son incrédulité. Un aventurier de niveau 6 venait de vaincre un boss rare de niveau 7 en solo. Derrière lui, Ding Feng, peu impressionné, balaya la remarque d'un ton blasé, affirmant que ce n'était que du gameplay basique pour leur protagoniste. Mais le combat n'était pas terminé. Le protagoniste sentit que quelque chose clochait. Bien qu'il ait presque vidé ses réserves de mana, le combat lui avait semblé anormalement facile. Un boss rare d'un niveau supérieur ne devait pas être si gérable. Soudain, il remarqua un liquide corrosif convergeant vers les restes de la statue. La substance verdâtre s'accumula autour des pierres brisées, formant une mare avant de s'élever dans les airs. Alarmé, le protagoniste activa sa compétence. Armure de flamme. Tandis que les flammes l'enveloppaient, un avertissement du système s'afficha devant ses yeux. Mana faible. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, le liquide vert corrosif explosa, projetant une onde de choc violente à travers le champ de bataille. Contraint de battre en retraite, il serra les dents. Son mana affaiblissant ne permettrait à l'armure de flamme de tenir que pour un court instant. Le silence retomba. Un brouillard vert épais se propagea sur le champ de bataille. Ailleurs, le guerrier nain s'interrogea sur la densité de ce brouillard toxique. Ding Feng supposa que le liquide empoisonné s'était évaporé au contact des flammes. Des gouttes de sueur coulaient sur son front alors qu'il exprimait son inquiétude. Ce boss avait une seconde phase. Le terrain de combat venait de devenir encore plus dangereux. La brume n'était pas seulement corrosive, elle obstruait aussi la vue. Il se demanda pourquoi leur protagoniste principal n'avait pas invoqué ses sbires pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, le héros demeurait englouti dans la brume verdâtre. Il supposa que ses sbires accumulaient rapidement de l'expérience et atteindraient bientôt le 7e niveau. Il lui suffisait de tenir encore un peu. Balayant les environs du regard, il se tendit, à l'affût de son ennemi invisible. Soudain, sentant une perturbation, il hâtit son épée, libérant une boule de feu dans le brouillard. L'explosion projeta des débris dans tous les sens. Mais alors qu'il s'apprêtait à enchaîner, une main surgit dans son dos. Il n'eut presque pas le temps de réagir. La réalisation le frappa. Était-ce une diversion? Avant même qu'il puisse y réfléchir, la femme monstrueuse, désormais dans sa seconde phase, se jeta sur lui. Cependant, son armure de flamme amortit l'impact. En observant le schéma de ses attaques,
Il comprit que la bosse avait percé à jour le fonctionnement de son armure. Elle forçait le combat rapproché pour épuiser plus vite ses défenses. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle l'avait sous-estimé. Du sol, d'énormes griffes jaillirent, celles du roi scorpion, Rark. La bête attrapa les pieds de la bosse, l'immobilisant. Profitant de cet instant de distraction, le héros frappa. D'un coup précis et rapide, il décapita la femme monstrueuse. Alors que la brume épaisse commençait à se dissiper, le guerrier nain confirma que le champ de bataille se dégageait. Ding Feng courut vers leur chef, l'appelant. Le protagoniste, encore essoufflé, lui demanda des nouvelles des autres. Pourquoi Ding Feng était-il seul? Où étaient passés les autres membres du groupe? Ding Feng expliqua que le nain avide d'or avait insisté pour retourner ramasser les fragments de minerais magiques qu'ils avaient oubliés plus tôt. N'ayant pas confiance, Aileen l'avait accompagné pour le surveiller. La scène se déplaça alors au plus profond du donjon, où le guerrier nain, Dove, ramassait goulûment les cristaux de minerais magiques pour les entasser dans son sac de transport. Il jura qu'aucun fragment ne lui échapperait. Juste au moment où il tendait la main vers un autre cristal, une botte s'abattit dessus. Levant les yeux, il vit Aileen le foudroyer du regard. Furieuse, elle lui demanda ce qu'il ramassait exactement. Dove eut un tic nerveux, mais son expression changea aussitôt. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur alors qu'il se tournait vers les ombres. Une silhouette féminine à la peau noire se dessinait, dégageant une aura sinistre. Autour d'elle, des cadavres squelettiques jonchaient le sol. Dove, le guerrier nain, murmura pour lui-même, se demandant ce qu'il ramassait depuis le début. En retournant son sac, des restes osseux en tombèrent, et la vérité le frappa comme un coup de massue. Abattu, il s'agenouilla, murmurant qu'il avait dû tomber sous l'effet d'un sort de charme dès son entrée dans le donjon. Il se tourna vers Elaine, sa voix tremblante de confusion. « Mais pourquoi toi, tu n'es pas tombé dans le piège ?» Elaine, la géante imposante, hésita avant de répondre. « Je ne sais pas non plus. » Dove réfléchit. « Était-ce à cause du gaz empoisonné qui stagnait dans les couches inférieures? Comme tu es une géante, tu as évité le pire. Mais moi, étant le plus petit, j'ai tout pris. » La scène changea de nouveau. Ding Feng s'entretenait avec le protagoniste, décidant de rappeler les autres pour quitter le donjon. Mais quelque chose clochait. Ses appels restaient sans réponse. Alors qu'il tendait la main pour poser son bras sur l'épaule du héros, une lueur tranchante fendit l'air. En une fraction de seconde, la main de Ding Feng fut sectionnée, sa paume projetée au loin. Le sang gicla, tandis que la douleur déformait son visage. Le choc le figea. Son regard fouillait les alentours, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Le protagoniste gisait inconscient, loin de l'endroit où il se trouvait quelques instants plus tôt. L'incompréhension fit place à la terreur. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» pensa-t-il. « Il était juste devant moi. Qui m'a tranché le bras ?» Mais il n'y avait pas le temps d'obtenir une réponse. Une lueur d'acier scintilla et la gorge de Ding Feng fut ouverte. Il s'effondra, sans vie. La bosse du donjon se dressa au-dessus du héros tombé, les yeux brillants de curiosité. « Étrange », murmura-t-elle. « Il porte une aura démoniaque. Je dois étudier son corps et découvrir les secrets qu'il renferme. » Elle se jeta sur lui, prête à frapper, mais un marteau siffla dans les airs vers elle. L'ayant senti venir, elle leva une main et l'attrapa sans effort, son expression toujours impénétrable. Faisant un pas en arrière, elle observa l'arme revenir à son propriétaire, Dove, le guerrier nain. Son regard balaya le champ de bataille. Ding Feng gisait inerte, le protagoniste principal inconscient. Ses poings restaient fermement crispés autour de son marteau. Ils ont dû être empoisonnés, luttant contre des ennemis illusoires jusqu'à ce que leur corps cède, pensa-t-il. Le remords le rongeait. Il était arrivé trop tard. La chef du donjon plissa les yeux. Pourquoi ce nain est-il ici? Ne devrait-il pas encore halluciner à la recherche de minerais magiques? Et où est donc la grande géante? Ses pensées furent interrompues par une flèche fendant l'air. Elle esquiva de justesse, le projectile se fichant dans le mur derrière elle et éclatant la pierre à l'impact. C'est sûrement la géante chasseuse, comprit-elle. Grande, mais habile à se dissimuler. Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Dove surgit par derrière, marteau levé. Elle se retourna juste à temps pour saisir l'arme à main nue. « 2 niveaux en dessous de moi », ricana-t-elle. « Tu pensais vraiment qu'une telle attaque pourrait me blesser ?» Un sourire narquois étira ses lèvres. « Puisque tu es venu si près, je vais simplifier les choses. » Une décharge d'énergie jaillit de sa paume, projetant Dove en arrière. Mais une nouvelle flèche surgit dans les airs, fonçant droit vers elle. Elle ricana. « M'attaquer par surprise? Tu crois que je ne peux pas esquiver encore une fois ?» Pourtant, alors qu'elle s'apprêtait à se mouvoir, une poigne d'acier se referma sur sa jambe. Dove, meurtri mais inflexible, tenait bon. Un éclair d'incrédulité passa sur son visage. «
Pourquoi ce nain est-il encore vivant? Je ne lui ai pas infligé assez de dégâts? À travers ses dents serrées, Dove murmura, haletant. N'essaie même pas de t'échapper. La flèche n'était plus qu'à quelques centimètres de sa tête. Cette fois, elle comprit qu'elle ne pourrait pas l'éviter. Le projectile frappa, une volute de fumée s'élevant de l'impact. Par tous les dieux, cette gaillade est gigantesque. Mais lorsque le brouillard se dissipa, la chef était toujours debout, indemne. Dans sa main, l'arme, la pointe fondue. Elle avait utilisé sa compétence corrosion rapide, dissolvant instantanément la flèche avant qu'elle ne la touche. Cachée dans les buissons, Elaine assistait à la scène, bouche bée. Impossible. Aucun dégât. Dove, toujours agrippé à la jambe de la chef, hurla de frustration. Sa voix tremblait d'ébahissement. La chef baissa les yeux vers lui, un rictus moqueur aux lèvres. « Vous pensiez vraiment que deux aventuriers de bas niveau pouvaient me vaincre » railla-t-elle. D'un geste du poignet, elle déclencha une autre attaque corrosive, cette fois directement dirigée vers Dove. Mais avant que le coup n'atteigne sa cible, la voix d'Hélène retentit depuis les buissons, criant le nom de Dove. L'oreille de la chef tressaillit. Elle sourit. Elle avait trouvé la position de l'archère géante. Un rayon empoisonné jaillit, frappant Hélène de plein fouet et l'envoyant valser en arrière. La chef se tourna de nouveau vers le protagoniste. Enfin, elle allait pouvoir examiner le mystère de son aura démoniaque. Puis, le choc. Les corps de Ding Feng et du protagoniste avaient disparu. Son regard se posa au sol où une traînée de sang s'étirait vers la forêt lointaine. Le décor changea à nouveau. Ding Feng, malgré ses blessures profondes, portait le protagoniste inconscient sur son dos, haletant. « Tiens bon !» murmura-t-il. « Tu ne peux pas mourir ici. » La statue de momie marmonna pour elle-même, mettant en garde contre toute tentative de fuite, avant de lancer un rayon empoisonné en direction de Ding Feng. L'attaque, à quelques centimètres de sa cible, fonça sur Ding Feng alors qu'il portait le protagoniste. La scène bascula ensuite vers la créature statue de momie, qui admit intérieurement ne pas avoir bien maîtrisé sa puissance lors de cette offensive. Elle se demanda même si elle n'avait pas tué l'aventurier spécial en parlant du protagoniste, et regretta un tel gâchis. Pourtant, alors qu'elle observait la scène, les mains du protagoniste surgirent soudainement. Il déclara qu'il commençait à comprendre le fonctionnement de sa compétence. Il devint alors clair que le protagoniste avait gagné en puissance. Il était désormais un aventurier de niveau 7.